Helena Vane, duchesse de Wexcombe, n'a pas crié, pas même lorsque la main de son mari a frappé son visage, devant 40 invités. Elle n'a pas trébuché contre la table qu'elle avait dressée elle-même ce matin-là. Elle avait compté chaque fourchette 2 fois. Le bord de chaque verre avait été essuyé de la poussière avec son propre mouchoir. Elle n'a pas pleuré, bien que la salle soit tombée dans un silence particulier. Le silence d'une pièce qui décide en temps réel s'il est permis de détourner le regard. Elle a levé 2 doigts vers la brûlure le long de sa pommette. Une fois, légèrement, comme une femme vérifie un fait qu'elle soupçonne déjà être vrai. Puis elle a laissé sa main retomber à son côté. Le ruban à son cou s'était cassé dans le mouvement. La chevalière de son père, en laiton, démodée. La seule chose de lui qu'elle n'avait jamais vendue, même dans les années les plus maigres de sa jeunesse. Elle gisait maintenant sur les dalles de pierre. Entre l'ourlet de sa propre robe de soie grise et celui de la robe bleue empruntée de Lady Sophia Vance. Elle n'a pas tendu la main pour la ramasser. Pas encore. C'est son fils qui a bougé le premier. Peter avait 6 ans. Il a traversé la salle de réception en courant. Il a dépassé l'orchestre figé et les plateaux abandonnés de ratafia. Il a pris la main de son père, la main qui avait frappé. Il l'a prise dans ses 2 petites mains, sans rien dire du tout. Il l'a simplement tenue, comme on tient une porte que l'on craint de voir claquer à nouveau. Et cela, plus que tout ce qui a été crié dans cette pièce dans les minutes qui ont suivi, a fait blêmir le duc de Wexcombe jusqu'aux lèvres. Au moment où le gel est arrivé à Wexcombe cette année-là, le comté ne parlerait plus du tempérament du duc. Il parlerait de ce que sa femme avait construit sur ses ruines. Mais cela se passerait dans 4 saisons. Et en cette soirée d'octobre particulière, dans une salle qui sentait encore la cire d'abeille et les lys de cerf, tout ce que les personnes présentes savaient avec certitude, c'est que la duchesse avait été frappée. Elle n'était pas tombée, n'avait pas pleuré. Et maintenant, elle se penchait sans hâte pour ramasser sa propre bague tombée au sol. L'automne de 1819 était arrivé à Wexcombe comme il arrivait toujours, lourd de l'odeur de la terre retournée et indifférent à toute arithmétique humaine menée sous ses cieux. Helena était duchesse depuis 3 ans à ce moment-là. Elle avait été mariée dans une transaction si clairement énoncée que personne ne s'était donné la peine de la déguiser en romance. Son père, Thomas Farrow, avait été un avoué de campagne aux moyens considérables et sans sang noble particulier. Un homme qui avait passé 30 ans à apprendre aux gentilshommes à lire leur propre contrat. Il était mort en laissant à sa fille unique une situation confortable, une bibliothèque et l'habitude de tout noter. La famille du duc avait eu besoin de capitaux bien plus que de pédigree cette année-là. Son propre père avait failli ruiner le domaine une génération auparavant, à cause de dettes dont personne ne parlait à voix haute. C'était, tout le monde en convenait, un mariage sensé. Personne n'avait demandé s'il était heureux, parce que personne n'y avait pensé. Pendant 3 ans, Eleanor avait tenu la maison comme son père lui avait appris à tenir un registre, silencieusement, avec précision et sans attendre de louanges. Elle savait quelles fermes de locataires étaient en retard sur leur loyer, et lesquelles tardaient simplement à être relancées. Elle connaissait le prix courant de la laine avant que l'homme des facteurs n'arrive pour l'annoncer bas. Elle corrigeait les calculs de l'intendant dans les marges de ses propres livres, et ne l'a jamais mentionné à voix haute. Julian Vane, duc de Wexcombe, ne remarquait rien de tout cela, car il ne lui était jamais venu à l'esprit de regarder. C'était un homme froid, pas un homme cruel. Ou du moins, il l'avait été jusqu'à ce qu'une soirée d'octobre rende la distinction difficile à maintenir. Sa froideur avait une forme dont Helena n'avait jamais été autorisée à voir les contours. Elle avait appris tôt dans le mariage que certaines pièces de lui étaient verrouillées. Et que demander la clé était en soi une sorte d'intrusion. Dans cet arrangement, à la fin de l'été de cette année-là, arriva Lady Sophia Vance, une veuve de l'âge du duc, accueillie à Wexcombe par la tante du duc, Lady Constance. Elle était présentée comme une vieille amie de la famille, ayant besoin de l'air calme de la campagne. Sophia Vance avait connu Julian Vane avant Eleanor Farrow. Dans les années précédant les dettes de son père, qui avait rendu la fille d'un avoué nécessaire. Elle était chaleureuse en compagnie, de la manière particulière dont la crème est chaude avant de tourner, agréable au goût et facile à confondre avec de la gentillesse. Eleanor observa, en moins de 15 jours, qu'elle était extrêmement intéressée par les livres de comptes de la maison. En septembre, il y eut un écart dans les comptes de la récolte,
640 livres, non justifiés, tracés par une main qui ressemblait à celle d'Éléanore. Juste assez pour être cru par quiconque était déjà prêt à croire le pire d'elle. Lady Constance apporta la découverte à son neveu. De la même manière que l'on porte une bougie allumée dans une pièce pleine de foin sec, avec une grande solennité et sans aucune compréhension apparente de ce qu'elle était sur le point de faire. La fête de la récolte était prévue pour la 2e semaine d'octobre. 40 invités, la belle argenterie sortie du rangement. Assez de bougies pour que la salle ressemble, pour une soirée, à quelque chose sorti d'un meilleur mariage que celui qu'elle accueillait. Et c'est ainsi que la soirée a commencé. Avec de la musique et des lys, et personne dans la pièce ne sachant encore qu'avant que le dernier plat ne soit débarrassé, la duchesse de Wexcombe serait frappée devant eux tous, et qu'elle ne tomberait pas, et qu'elle se pencherait sans hâte pour ramasser sa propre bague sur le sol. La réception avait atteint sa 3e heure avant que Lady Constance ne passe à l'action. Elle attendit. Elélanena ne le comprendrait que plus tard, le moment où le vin avait fait son patient travail, le moment où les invités étaient assez détendus pour se souvenir de tout, et ne rien répéter avec bienveillance. Elle se leva de sa chaise près de la main droite du duc. Sophia Vance était assise à sa gauche, un placement que personne n'avait remis en question à voix haute, bien que plusieurs l'aient noté. Et elle sortit de la bourse à son poignet une seule feuille de papier pliée. « Julian, dit-elle, je ne vous importunerai pas avec des affaires domestiques devant vos invités, si l'affaire n'était pas si troublante. » Elle a dit le mot troublant 2 fois. Éléanore a remarqué la façon dont une femme pose une carte lentement pour s'assurer que la table a bien vu sa face. Le duc lut le papier en silence. Eléanena vit quelque chose dans sa mâchoire se durcir, comme le sol se durcit avant un gel, pas soudainement, mais complètement. « Expliquez-moi ça, dit-il, et il lui tendit la feuille par-dessus la table. Si bien qu'elle dut se lever et traverser pour la prendre, devant 40 personnes qui avaient cessé de faire semblant de manger. Elle la lut une fois attentivement, comme son père lui avait appris à lire tout document présenté par un homme pressé d'être cru. « Je n'ai jamais vu ce registre, dit-elle. L'écriture est proche de la mienne. Ce n'est pas la mienne. Je demanderai à voir l'entrée originale à côté et le contre-livre de l'intendant du même trimestre avant que quiconque ne conclue quoi que ce soit. Vous demanderiez, répéta le duc, et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas encore tout à fait de la colère. Seulement ces fondations en train d'être coulées. Ma tante m'a montré 640 livres disparus d'un compte dont vous seul détenez la clé. Et vous demanderiez? Je demanderai, répéta Elélanena, parce que c'est ce que les preuves exigent, et parce que je n'ai pas pris votre argent, Julian. Et un document n'est pas une preuve simplement parce qu'il a été écrit avec confiance. Ce fut Sophia Vance qui parla ensuite, doucement, à personne en particulier, de la voix agréable et portante d'une femme qui a répété pour ne pas avoir l'air d'avoir répété quoi que ce soit. « J'ai toujours dit, murmura-t-elle, qu'un homme dans votre position a besoin d'une femme en qui on peut avoir une confiance absolue, ou pas de confiance du tout. Il n'y a pas de juste milieu utile dans un mariage, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas épousée pour l'aimer, dit le duc. Il ne le criait pas, ce qui était en quelque sorte pire. Il le disait d'un ton plat, comme un homme lit un acte de vente à voix haute dans une pièce dont il a oublié qu'elle écoutait. Je l'ai épousée pour gérer ma maison, et maintenant il semble qu'elle ne puisse même pas faire ça. La salle était devenue très silencieuse à ce moment-là. Le silence particulier de 40 personnes, calculant combien de cela elles étaient censées avoir entendu. Elélanena n'éleva pas la voix. « Alors vous avez épousé une femme pour une tâche qu'elle a accomplie fidèlement pendant 3 ans, dit-elle. Et vous êtes prêt à croire un faux plutôt qu'elle, sur la parole d'une invitée arrivée dans ce comté en juillet, et un registre que personne n'a pris la peine de vérifier. Je vous demanderai de considérer ce que cela dit de votre jugement, avant de demander ce que cela dit du mien. Ce fut, penserait-elle bien plus tard, le mot « jugement » qui a tout déclenché. Il a traversé l'espace entre eux en 2 pas et l'a frappé au visage avec le dos de sa main. Et la pièce a fait le son qu'une pièce fait quand l'air en est retiré d'un seul coup. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas trébuché contre la table qu'elle avait dressée elle-même. Elle n'a pas pleuré, bien que ses yeux la piquent férocement et que ses oreilles teintent d'une note aiguë et fine qui n'avait rien à voir avec l'orchestre. Elle a touché sa joue une fois, légèrement, et a laissé sa main retomber. La bague de son père, libérée de son ruban dans le tour de son corps, a heurté les dalles de pierre. Elle a roulé pour s'arrêter entre son propre ourlet
et la soie bleue empruntée de Sophia Vance. C'est Peter qui a bougé le premier. Petit, rapide et sans aucune cérémonie. Il a pris la main de son père dans les siennes et l'a tenue, sans rien dire du tout. Le duc de Wexcombe est devenu blanc jusqu'aux lèvres et n'a plus bougé pendant plusieurs longues respirations. Eleanor s'est penchée sans hâte, a ramassé sa bague, a fermé ses doigts autour d'elle. Elle a regardé les 40 invités assemblés avec un sang-froid qui lui a coûté plus que ce qu'aucun d'entre eux ne connaîtrait jamais le prix. « Pardonnez l'interruption de votre soirée », dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. « Je découvre que j'ai mes propres comptes à régler. » Et elle a pris la main libre de son fils et est sortie de la salle qu'elle avait décorée de ses propres mains ce matin-là, sans se retourner une seule fois. Dans sa chambre, elle s'accorda exactement un quart d'heure, selon l'horloge de la cheminée. C'était l'habitude de son père avant elle. Le chagrin pris en dose mesurée, comme un médicament, jamais plus que ce que la journée pouvait supporter. Elle s'assit avec la tête de Peter contre son épaule, et laissa les larmes couler, pendant ces 15 minutes précisément. Puis elle se lava le visage à l'eau froide et rangea ce sentiment à l'endroit où elle avait toujours gardé de telles choses. Un tiroir verrouillé de l'esprit qu'elle s'était construit dans sa jeunesse et dont elle n'avait jamais eu autant besoin que maintenant. Madame Prudence Hale, la gouvernante, la trouva 1 heure plus tard à son petit bureau dans son salon. Une feuille de papier fraîche devant elle, datée et entêtée de sa propre main ferme. « Vous devriez vous reposer, votre grâce, » dit Madame Hale, en posant un plateau qu'on ne lui avait pas demandé d'apporter. « Je devrais être crue, » dit Eleanor. « Puisque je ne le suis pas, je me contenterai d'être précise. » Elle trempa sa plume. « Mon père disait que le papier se souvient de ce que les gens oublient commodément. Je découvre que j'ai beaucoup de choses dont j'aimerais qu'on se souvienne. » Madame Hale, qui avait servi 3 duchesses et enterré son mari, et n'avait jamais en 40 ans élevé la voix au-dessus d'un certain registre, regarda la page du registre prendre forme sous la main de la duchesse, et dit seulement « Alors je suppose que vous feriez mieux de commencer, votre grâce. » C'était de sa part l'équivalent d'une ovation debout. Eleanor commença. La première entrée était la date, l'heure, et une description simple de ce qui s'était passé. Écrite de la manière dont son père lui avait appris à écrire tout ce qui pourrait un jour avoir à tenir debout dans une pièce pleine de gens enclins à douter d'elle. C'était, pensa-t-elle en posant enfin sa plume vers minuit, la toute première page d'un conte entièrement différent de celui qui avait été lu à voix haute contre elle ce soir-là. Les semaines qui suivirent n'exigèrent rien de la maisonnée du duc, aussi doucement qu'un grenier à maïs inondé. Les pluies de novembre arrivèrent tôt et fort cette année-là. Le grenier bas de Marrow's Bottom prit l'eau par un toit que personne n'avait jugé assez urgent de réparer. Il menaçait 400 boisseaux que le domaine ne pouvait pas se permettre de perdre. L'intendant, M. Wallace, un homme lourd et prudent qui avait servi le domaine de Wexcombe pendant 11 ans et se fiait très peu à ce qui n'avait pas été testé 2 fois, vint voir Eleanor, parce que le duc s'était enfermé dans son bureau et ne voulait voir personne. Et parce que, Wallace l'admit plus tard, il était simplement à court d'autres personnes à qui demander. Elle ne pleura pas sur le toit en ruine, pas plus qu'elle n'avait pleuré sur sa propre joue meurtrie. Elle demanda les dimensions du grenier, le prix que le domaine avait payé pour sa dernière réparation, et le tarif en vigueur pour le chaume et le bois cette saison-là. À la lumière d'une seule bougie, elle refit les calculs de Wallace 2 fois. Elle lui trouva une économie de 11 livres, en s'adressant à la ville industrielle, plutôt qu'aux artisans plus proches et plus chers, qu'il avait toujours utilisés par habitude, plutôt que par économie. Elle organisa le déplacement du grain vers la grange d'Imières en 2 jours, à un coût de main-d'œuvre inférieur à l'estimation de Wallace, parce qu'elle avait pensé à offrir aux garçons des locataires un salaire journalier équitable plutôt que la monnaie habituelle. Et elle les trouva par conséquent disposés à travailler un dimanche. « J'avoue, votre grâce, » dit Wallace quelques jours plus tard, en regardant le nouveau chaume monter, sec et serré contre un ciel qui s'était enfin éclairci. Je ne pensais pas qu'une dame habituée aux comptes de la ville connaîtrait un toit de grenier d'une brique. Mon père était un avoué, Monsieur Wallace, pas une dame à la mode. Eleanor a dit qu'il m'a appris qu'un nombre est un nombre, qu'il s'agisse d'un registre de loyer ou d'un toit, et que l'homme qui vous dit le contraire espère généralement que vous ne vérifierez pas ses calculs. Wallace ne sourit pas, étant un homme qui le faisait rarement. Mais quelque chose dans la posture de ses épaules se détendit, comme une porte se détend quand un cadre gonflé cède enfin. Il ne douta plus d'elle, ni en parole,
ni dans la petite différence quotidienne d'un homme qui a décidé où sa confiance est légitimement due. La nouvelle du grenier se propagea comme l'eau dévale une colline, sans avoir besoin d'être poussée. Dès la deuxième semaine de décembre, les locataires de Marrow's Bottom racontaient aux locataires d'Ashcott que la duchesse avait sauvé la récolte avec un crayon et une bougie, pendant que le duc restait enfermé dans son bureau. Et le récit ne perdit pas en précision en voyageant, seulement en chaleur. Le duc lui-même ne remarqua rien directement, il remarqua plutôt, comme un homme remarque le temps qui change derrière une fenêtre voletée. Une différence dans la qualité de la lumière avant qu'il n'ait pris la peine d'ouvrir le volet et de regarder. Il vit le registre corrigé dans la main de Wallace et reconnut, sans le vouloir, les chiffres nets et sans hésitation comme étant ceux de sa femme. Il entendit d'un palefrenier qui ne savait pas qu'il était écouté que les locataires de Marrow's Bottom l'avaient surnommée la duchesse à la bougie. Il ne dit rien de tout cela à personne, mais il ne fronça pas les sourcils un soir, quand elle entra dans la salle du petit déjeuner avant lui, ce qui était en soi une chose si inhabituelle que Madame Hale le mentionna à la cuisinière, qui ne le mentionna à personne, parce qu'elle ne le croyait pas elle-même. Une lettre arriva pour Eleanor dans la 3e semaine de décembre, d'une écriture petite, soignée et démodée, qu'elle n'avait pas vue depuis quelques années. Elle venait d'Aldis Gray, qui avait été le clerc de son père pendant 2 décennies. Il tenait maintenant son propre petit cabinet dans la ville du comté. Précis, incorruptible et totalement insensible au titre. « Votre grâce », disait la lettre. « J'ai eu l'occasion, en réglant une vieille affaire des papiers de votre défunt père, de tomber sur quelque chose qui, je crois, concerne le compte actuellement en litige à Wexcombe. Je ne le confierai pas à une lettre qui pourrait être lue par d'autres yeux. Je vous demanderai de me rendre visite à votre plus proche convenance et de n'apporter avec vous que votre propre souvenir de l'écriture de votre père. » Elle la lut 2 fois, la plia 1 fois et resta un long moment la paume à plat sur le bureau, comme une femme pose sa main sur une porte qu'elle est sur le point d'ouvrir. Une porte donnant sur une pièce dont elle a attendu longtemps de voir l'intérieur. « Madame Hale, dit-elle, je découvre que j'ai des affaires dans la ville du comté. » L'hiver s'intensifia à Wexcombe, et avec lui vint une deuxième, plus petite épreuve, qui en dit au comté bien plus que la première. Les toits de Marrow's Bottom avaient été réparés. Maintenant, les locataires qui l'avaient réparé devaient être payés. Wallace avait, les années précédentes, payé les journaliers 8 pence, un salaire qu'il défendait comme coutumier, et qu'Eleanor considérait indéfendable vu le prix du pain cette saison-là. Elle l'augmenta à 1 shilling sans demander la permission du duc, parce que les comptes de la maison étaient sur le papier, sinon encore en pratique, à elle de les tenir, et parce que son père lui avait appris qu'un homme qui sous-paye un travail honnête ne fait qu'emprunter des ennuis à intérêt. La nouvelle de l'augmentation de salaire parvint au duc avant la nouvelle du raisonnement qui la sous-tendait. Et pendant une soirée, il sembla que la maisonnée pourrait retomber dans la vieille suspicion. Mais Wallace, sans qu'on le lui demande, lui dit clairement que les hommes avaient travaillé un dimanche pluvieux pour ce shilling, et qu'ils auraient travaillé un deuxième pour moins de remerciements, et qu'ils n'auraient pas travaillé du tout l'hiver précédent pour l'ancien salaire et la mauvaise gestion de Wallace. Le duc ne répondit rien, mais il ne contesta pas le salaire, et de sa part, c'était sa propre forme de sentence. Ce fut Madame Hale qui dit finalement à Eleanor ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps de l'homme qu'elle avait épousé, bien qu'elle le dise de manière détournée, comme la vieille gouvernante disait la plupart des choses qui comptaient. La mère de sa grâce a quitté cette maison quand il avait 7 ans, dit-elle, en pliant du linge avec une grande attention. Parti pour un homme plus riche et un climat plus chaud. Et elle a laissé son père découvrir quelques mois plus tard qu'elle avait pris bien plus du coffre-fort en partant que ce que quiconque avait pensé à garder. Son père n'a plus jamais fait confiance à une femme à l'air dévouée de toute sa vie, et il a enseigné la même leçon à son fils, avant que le garçon ne soit assez grand pour savoir que ce n'était que le chagrin d'un homme déguisé en sagesse. Je n'excuse pas sa grâce, votre grâce. Je vous dis seulement ce qui a façonné la main qui vous a frappé, pour que vous sachiez que c'était la peur, et non la haine, qui l'a fait bouger. Eleanor resta longtemps avec cette pensée. La peur n'excuse pas un coup, dit-elle finalement. Non, convint Madame Hale. Elle explique seulement pourquoi il était si prêt à croire un mensonge, et si lent à le démentir,
une fois qu'il avait été déguisé en registre d'un autre homme. Lady Sophia Vance, pendant ce temps, n'était pas restée inactive pendant la réparation du grenier ou l'augmentation des salaires. Elle était allée 2 fois voir Lady Constance avec de douces suggestions. Que la soudaine compétence de la duchesse était elle-même suspecte. Qu'une femme si rapide avec les chiffres pourrait aussi être rapide avec les faux. Et elle avait commencé délicatement à soulever la question de savoir si Eleanor ne serait pas plus confortablement installée au douaire, jusqu'à ce que l'affaire des 640 livres manquantes soit correctement résolue. Le duc n'avait pas encore accepté, mais il n'avait pas encore refusé non plus. Et le comté, aux oreilles fines comme le sont les comtés, avait commencé à le remarquer aussi. Eleanor se rendit à la ville du comté par un matin clair et glacial de début janvier. Le givre argentait encore les haies. Elle trouva Aldous Gray exactement là où elle l'avait laissé dans ses souvenirs une décennie plus tôt. Petit, à lunettes, entouré de boîtes de papier qu'il traitait avec plus de tendresse que la plupart des hommes ne traitent leurs enfants. « Votre père gardait tout, votre grâce », dit-il en guise de salutation. Ce qui fut une grande épreuve pour moi pendant 20 ans, et qui est maintenant, je trouve, plutôt utile. Il posa un registre devant elle, sa couverture douce avec l'âge. C'est le livre de compte de son propre cabinet pour l'année en question. Chaque entrée de sa main, chaque somme réconciliée au sous-près, comme c'était son habitude. Il tourna à une page marquée. Il n'y a pas 640 livres non justifiés, où que ce soit dans les affaires de votre père avec Wexcombe, votre grâce. Il n'y en a jamais eu. Quelle que soit la divergence, elle a été inventée de toutes pièces, et récemment. Dans une écriture, faite pour ressembler à la vôtre, par quelqu'un qui avait clairement étudié votre correspondance d'un peu trop près. Eleanor resta très immobile. Alors la fraude n'est pas de moi, et elle n'est même pas ancienne, dit-elle. Elle est commise maintenant, contre moi, par quelqu'un à l'intérieur de ma propre maison. Ce serait ma lecture de la situation, dit Gray. Je demanderai à votre grâce, avant que vous n'agissiez, que nous soyons très certains et très patients. Une fausse accusation, répondue trop rapidement, ressemble à de la panique. Répondue avec des preuves, et en son temps, elle ressemble à la vérité, qui arrive simplement là où elle allait toujours. Elle retourna à Wexcombe ce soir-là, avec le vieux registre soigneusement enveloppé contre le froid. Elle trouva le duc qui l'attendait dans le hall. Pas par hasard, comprit-elle immédiatement, mais à dessein, ayant clairement attendu plusieurs heures. « J'ai fait remonter la bague de votre père », dit-il sans préambule. Et il la lui tendit sur une fine chaîne d'argent neuve. Le ruban qui s'était cassé en octobre, remplacé par quelque chose destiné à durer. Le ruban s'est cassé quand elle est tombée. Je ne pensais pas que vous devriez avoir à la réparer vous-même, en plus de tout ce que je vous ai fait réparer. Elle ne la prit pas tout de suite. Ce ne sont pas des excuses, Julian. Non, convint-il. Je ne pense pas avoir encore mérité le droit de vous en donner une que vous croiriez. J'ai pensé que je commencerais par quelque chose de plus petit. Il tint la bague un moment de plus. « Montrez-le-moi », dit-elle finalement, en la prenant, en fermant sa main sur le poids familier du laiton de son père. « Pas ce soir, et pas avec des mots. Montrez-le-moi avec le temps, dans les jours ordinaires, et je vous dirai quand je le croirai. » Il ne discuta pas les termes. Il hocha seulement la tête. Comme un homme hoche la tête devant un contrat qu'il a lu et compris comme étant juste. Et il la laissa passer. La preuve, une fois que son assemblage commença sérieusement, vint comme son père lui avait toujours dit que la preuve vient. Pas dans un seul document aveuglant, mais dans une lente accumulation de faits petits, ennuyeux et irréfutables. Gray traça la véritable origine du faux registre, jusqu'à une entrée supposée enregistrer 900 livres payés pour des réparations aux granges de l'Est. Un travail que le maçon attitré, un homme simple et irritable nommé Coombs, jura sous l'interrogatoire attentif de Gray n'avoir jamais été commandé et certainement jamais effectué. Je me souviendrai de 900 livres de travail, pour lequel je n'ai jamais levé une truelle, dit Coombs, sans prendre la peine de cacher son mépris pour la suggestion contraire. Je m'en souviendrai comme un homme se souvient d'une dette qu'on lui doit et qu'il n'a jamais payée. La main derrière les fausses entrées. Une fois que Gray et Eleanor placèrent les registres côte à côte, à la lumière du jour, montraient les signes particuliers d'un écrivain, essayant très fort de déguiser une inclinaison naturelle qui se trahissait dans chaque majuscule en boucle. C'était, une fois vu,
Sans aucun doute la propre main de Sophia Vance, imparfaitement déguisée. Elle travaillait de concert avec un sous-intendant renvoyé nommé Josiah Fenn, renvoyé du domaine le printemps précédent pour malhonnêteté mineure, et manifestement disposé, pour un prix, à tourner son talent avec une plume vers une plus grande malhonnêteté. Ils trouvèrent Fenn dans un relais de poste à 2 comtés de là, retrouvé par un garçon d'écurie qui se souvenait de lui et fut heureux, pour un shilling et la promesse de ne pas avoir d'ennui, de dire où il était allé. Ce fut M. Edmund Locke, un avoué précis et sans hâte engagé par Gray exactement à cette fin, qui mena l'interrogatoire. Ed Fenn, face aux registres originaux et à un avocat qui connaissait manifestement déjà les réponses à chaque question qu'il posait, avoua en moins d'1 heure avoir falsifié l'entrée de 900 livres sur instruction de Lady Sophia Vance, et pour son paiement. Dans l'espoir de voir la duchesse retirée de la maison, et la confiance du duc restaurée à une femme qu'il avait, avant son mariage, espéré garder. Sophia Vance, sentant le sol se dérober sous ses pieds, bien que ne sachant pas encore à quel point il s'était dérobé, agit d'abord avec la seule arme qui lui restait. Elle alla voir le duc en privé, larmoyante d'une manière qu'Éléanore ne l'était jamais. Elle suggéra que la duchesse elle-même, désespérée de cacher sa propre culpabilité, avait probablement falsifié les contre-preuves maintenant assemblées contre elle. Et elle suggéra en outre délicatement que le comté ferait bien de se demander si un garçon de 6 ans était vraiment intervenu entre père et mère par instinct, ou s'il y avait été entraîné par une femme habile à arranger une scène à son propre avantage. Ce fut la mention de Peter qui en dit plus à Éléanore que toute autre chose sur le genre de femme à qui elle avait affaire. Elle reçut le récit de Madame Hale, les mains très immobiles sur ses genoux. Elle s'accorda exactement la durée d'une respiration retenue avant de dire « Elle a commis une grave erreur. Elle a décidé que parce que je ne pleure pas, je ne ressens rien. Je ressens beaucoup de choses, Madame Hale. J'ai simplement décidé de le dépenser pour quelque chose de plus utile que des larmes. » Puis elle demanda à Gray et Lash de tout préparer pour une audience publique. Car une parole privée du duc ne réglerait rien que les murmures du comté n'aient déjà déréglé. L'audience fut fixée pour la dernière semaine de janvier dans les salles de réunion de la ville du comté, devant le magistrat en exercice et ceux de la noblesse et des locataires qui souhaitaient y assister, ce qui s'avéra être presque tous. Helena s'habilla simplement ce matin-là, en gris. La bague de son père sur sa nouvelle chaîne d'argent, visible à son cou plutôt que cachée sous son col. Et elle pensa, en l'attachant, qu'elle avait passé 3 mois à construire précisément ce matin ordinaire, sans jamais savoir que c'était ce qu'elle faisait. Les salles de réunion étaient pleines à l'heure convenue. La noblesse assise près du devant par habitude, les familles de locataires plus en arrière par la même habitude. Bien qu'Éléanore ait secrètement espéré, et plutôt pensé, que la distance n'importerait pas aujourd'hui. Lady Constance était assise près du duc, son sang-froid déjà effiloché sur les bords. Sophia Vance était assise un peu à l'écart, en bleu à nouveau. Son menton à l'angle particulier d'une femme qui a décidé de braver une situation qu'elle soupçonne déjà perdue. Helena se leva quand Lash l'appela et posa le registre original de son père sur la table devant le magistrat, ouvert à la page marquée, à côté du faux compte de la maison qu'il contredisait ligne par ligne. « Je ne demanderai pas à cette salle de me croire sur parole plutôt qu'un document, » dit-elle. Sa voix portait sans effort dans tous les coins de la salle. Je lui demanderai de comparer 2 documents, de 2 écritures différentes, et de décider par elle-même lequel a été écrit par un homme tenant des comptes honnêtes pendant 20 ans, et lequel a été écrit par quelqu'un pressé d'être cru. Coombs, le maçon, parla ensuite, simplement et sans fioriture. Il confirma qu'il n'avait jamais été payé, ni commandé pour les réparations de la grange que le faux registre prétendait. Un garçon d'écurie, pas plus de 14 ans, et manifestement terrifié d'être interrogé par un magistrat, témoigna d'une petite voix claire. Il avait vu 2 fois Lady Sophia Vance rencontrer en privé Josiah Fenn près du vieux pigeonnier, dans les mois précédant la fête de la récolte, des échanges auxquels il n'avait prêté aucune attention à l'époque et n'avait mentionné à personne jusqu'à ce que Madame Hale lui demande doucement s'il avait vu quoi que ce soit d'inhabituel. La propre confession signée de Fenn, prise par Lash et attestée par 2 hommes de bonne réputation, fut lue au dossier d'une voix plate et sans hâte.
ce qui rendit son contenu, en quelque sorte, plus accablant que n'importe quelle dramatisation n'aurait pu le faire. Le revirement de la salle fut audible, avant d'être visible. Un faible courant de murmures qui se déplaça des bancs du fond vers l'avant. Des locataires, qui avaient su depuis le début quel récit de la duchesse croire, vers la noblesse, qui avait été plutôt plus lente à se décider. Le visage de Lady Constance avait pris la couleur du vieux lin. Le sang-froid de Sophia Vance, qui avait survécu à tous les coups précédents, se brisa finalement à la lecture de la confession de Fenn. Quelque chose de fixe et de brûlant derrière ses yeux s'éteignit simplement. Comme une bougie s'éteint, non pas avec une flamme, mais avec une petite reddition finale de fumée. Le magistrat se tourna vers Éléanore. « Votre grâce serait dans votre droit de voir cette affaire poursuivie dans toute son étendue. La falsification n'est pas une petite accusation, et la somme en question n'est pas une petite somme. » Eléanena y réfléchit un long moment, consciente que toute la salle la regardait pour voir quelle forme prendrait son pouvoir, maintenant qu'il avait été prouvé. « Je n'ai aucun désir de voir quiconque dans cette pièce détruit, dit-elle finalement. Je souhaite voir la vérité reconnue, l'argent restitué, et l'affaire close sans frais supplémentaires pour des personnes qui ont déjà payé un lourd tribut en réputation pour leur participation, volontaire ou non. Je demanderai que Lady Sophia Vance restitue intégralement la somme prise, et qu'elle quitte ce comté dans le mois, et que l'affaire s'arrête là sans autre poursuite, à condition qu'elle ne trouble plus cette famille. » Elle fit une pause. « Je pourrais demander plus. Je découvre que je n'en ai pas envie. » C'était de la clémence, et toute la salle le comprit comme tel, précisément parce qu'elle était dispensée depuis une position qui aurait pu exiger bien pire, et parce que son coût, le remboursement, l'exil, la perte permanente de statut, étaient nommés à voix haute plutôt que de paraître comme une faiblesse déguisée en gentillesse. Le duc se leva alors, pour la première fois de toute la procédure, et il dit d'une voix qui atteignit tous les coins de la salle sans être élevée, « Je dois des comptes à ma femme, que je ne lui ai pas encore rendus, et j'ai l'intention de le faire, mais pas dans cette pièce. Je dirai seulement ici que j'ai eu tort, publiquement et complètement, et que la faute du tort qui lui a été fait n'incombe à personne dans cette audience, sauf à moi-même, pour avoir cru ce qui était le plus facile à croire plutôt que ce que les preuves exigeaient. Ce n'était pas tout ce qui devait être dit. Mais c'était... Tout le monde dans cette pièce le comprit. La première chose vraie qu'il avait dite à voix haute concernant son mariage, depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. Il vint la voir ce soir-là, dans le petit salon, où elle avait autrefois écrit la première page de son propre conte. Il la trouva au même bureau, bien que le registre devant elle soit maintenant presque plein. « Je vous dois une explication, dit-il, et je comprends que ce n'est pas la même chose que des excuses, et que vous voudrez les deux, et que je n'ai aucun droit de m'attendre à ce que vous acceptiez l'un ou l'autre. Je veux les deux, dit-elle. Continuez. » Il lui raconta alors toute l'histoire, debout plutôt qu'assis, comme si l'histoire exigeait qu'il soit sur ses pieds pour en supporter le poids. Sa mère était partie quand il avait 7 ans, emportant avec elle une somme du coffre-fort de son père. Joe s'est grande pour presque achever la ruine que la mauvaise gestion de son père avait commencé. Son père l'avait ensuite élevé sur une seule doctrine, répétée si souvent qu'elle avait creusé un sillon en lui, comme l'eau creuse un sillon dans la pierre. Que la dévotion d'une femme était la chose la plus dangereuse dans une maison, précisément parce qu'elle était la plus difficile à percer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il avait épousé Eléanena, croyant que la compétence était plus sûre que l'affection, parce que la compétence pouvait être mesurée et l'affection non. Et quand Lady Constance lui avait apporté un morceau de papier suggérant que sa compétence était elle-même un mensonge, il l'avait cru plus vite et plus complètement qu'il n'aurait jamais cru un étranger, parce qu'une vieille partie effrayée de lui attendait depuis 27 ans exactement que cette preuve arrive. « C'est l'explication, dit Eléanena, quand il eut fini. Ce n'est pas rien. Cela n'excuse pas la main qui m'a frappé, et je pense que vous le savez. Sinon, vous ne l'auriez pas raconté debout comme un homme avouant à un magistrat plutôt qu'un homme demandant pardon à sa femme. Je le sais, dit-il. Les excuses sont distinctes, et les voici. Je suis désolé. Pas désolé que cela me donne une mauvaise image, ce qui, je comprends, est une chose entièrement différente. Mais désolé d'avoir levé la main sur vous, dans une pièce pleine de gens qui s'en souviendront le reste de leur vie. Désolé d'avoir cru le papier d'une étrangère, plutôt que 3 ans de votre propre conduite.
Et désolé qu'il ait fallu la main de mon fils dans la mienne pour m'arrêter, alors que cela n'aurait jamais dû avoir besoin d'être arrêté du tout. Elle resta un moment avec cela, sa main reposant sur la bague à son cou. Alors voici mes conditions, puisque vous m'avez donné les 2 choses que j'ai demandées, dit-elle. Et elle les énuméra comme son père lui avait appris à compter tout ce qui avait de l'importance, à voix haute et dans l'ordre. Les registres de la maison et les salaires des locataires sont à moi, formellement et en permanence, non pas par votre tolérance, mais par un accord écrit, attesté par Monsieur Lâche. Vous m'écouterez avant d'agir sur toute accusation portée contre moi par quiconque, jamais plus. Vous ne prendrez pas le conseil de votre tante plutôt que le mien, dans toute affaire touchant cette maison, sans que je sois présente pour y répondre. Et Peter grandira en sachant tout cela. Non pas pour le porter comme une blessure, mais pour qu'il ne confonde jamais le silence avec la paix, dans cette maison ou dans toute autre. D'accord, dit le duc. D'accord alors, dit Elelanena. Et quelque chose dans la pièce se détendit, comme une porte se détend, quand un cadre gonflé cède enfin. Lady Constance vint 2 jours plus tard, seule. Elle se tint dans l'embrasure de la porte du salon un long moment avant de pouvoir se décider à parler. J'ai cru ce qui était le plus facile à croire, parce que vous veniez du commerce plutôt que du sang. J'avais décidé bien avant qu'un registre ne soit falsifié, que la fille d'un avoué ne pouvait pas vraiment appartenir ici. Elle dit que ce n'est pas une excuse. C'est seulement, je pense, la vérité. Ce que vous avez appris à cette famille a valorisé bien plus qu'avant. Eleanor ne lui dit pas que les excuses réparaient tout. Elle dit seulement « Merci de l'avoir dit clairement », ce qui, de sa part, était exactement autant de pardon que ce qui avait été mérité jusqu'à présent, et pas plus. L'hiver s'estompa vers le printemps à Wexcombe. Et la preuve de ce qui avait changé n'arriva pas dans un seul geste spectaculaire, mais dans l'accumulation de très petits gestes, chacun ne signifiant rien seul et tout ensemble. Le duc commença à lui apporter du thé avant qu'elle ne le demande, et apprit, après plusieurs essais, précisément comment elle l'aimait. Il prit l'habitude de s'asseoir à côté d'elle sur les registres le soir, non pas pour corriger ses chiffres, qui n'avaient jamais eu besoin d'être corrigés, mais simplement présent, apprenant les noms des locataires qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre auparavant. Il dit une fois, en discutant d'un litige de frontière avec un fermier près d'Ashcott, « Je pense que nous devrions d'abord entendre sa version des faits. » Et Éléanor, entendant cette phrase de campagne simple, si peu naturelle et si sincère dans la bouche de son mari, l'a compris pour la petite chose réelle qu'elle était. Il y eut une rechute en mars, quand une famille de locataires prit du retard sur son loyer, sans autre faute qu'un hiver rigoureux. Et le duc, par une vieille habitude paternelle, qu'il n'avait pas encore complètement désapprise, annula lui-même les arriérés sans la consulter, comme son propre père aurait pu le faire autrefois, décidant pour une maisonnée dans laquelle il avait juré de ne rien décider sans elle. Elle le nomma calmement ce soir-là, non pas comme une trahison, mais comme un schéma. Cette décision était à moi de partager dans sa prise, Julian, quel que soit le résultat. Vous n'avez pas mal agi envers la famille. Vous avez mal agi envers notre accord. Il ne discuta pas. Il alla le lendemain matin et dit à Wallace, devant 2 autres hommes, que la parole de la duchesse était égale à la sienne dans toute affaire touchant les comptes du domaine, et que quiconque l'oublierait une 2e fois lui en répondrait. Elle pleura devant lui une seule fois, en avril. Tout d'un coup, la joue frappée, le registre falsifié, les longs quarts d'heure de chagrin comptés, finalement dépensés au-delà de leur ration. Et il n'essaya pas de réparer ou de hâter les choses. Il s'assit à côté d'elle et resta simplement immobile. Comme une maison est immobile quand une tempête est enfin passée au-dessus d'elle et l'a laissée debout. J'ai dit à quelqu'un une fois que je ne vous avais pas épousée pour vous aimer, dit-il quand elle fut redevenue silencieuse. Je n'ai jamais regretté une phrase de plus dans ma vie. Vous ne m'êtes pas utile, Éléanor. Vous êtes nécessaire, et il y a une différence, et je viens seulement de l'apprendre assez bien pour le dire correctement. Je vous choisis. Je vous ai choisi de petite manière depuis des mois maintenant. Et j'ai l'intention de continuer à vous choisir chaque matin où je me réveille dans cette maison, aussi longtemps que vous le permettrez. D'accord, dit-elle. D'accord, alors, dit-il. Et ce fut entre eux l'intégralité d'un traité. 2 années passèrent comme les années passent, dans un domaine en activité, marqué plus par les récoltes que par les dates. Lady Sophia Vance
vivait maintenant tranquillement dans une ville lointaine, son nom non prononcé dans la société de Wexcombe. Les 900 livres ayant été remboursés en totalité depuis longtemps, Josiah Fenn, ayant avoué honnêtement quand cela lui coûtait tout de le faire, trouva du travail comme clerc dans le propre cabinet de Gray, surveillé attentivement et ayant enfin la chance d'être exactement aussi honnête qu'il avait autrefois manqué de l'être. Lady Constance venait dîner 2 fois par an maintenant, humble d'une manière qui lui convenait mieux que son ancienne certitude. Aldous Gray prit sa retraite le printemps suivant, et le nouveau bâtiment de l'école à Wexcombe portait, sur sa propre insistance discrète, une petite plaque de laiton avec son nom dessus, à côté de celui de la duchesse. Car c'est une école, à la fin, que Wexcombe a construite pour survivre à toute l'affaire. Un bâtiment de pierre simple au carrefour près de Marrow's Bottom. Sa charte financée par le domaine, et sa première leçon, enseignée par Elena elle-même lors de sa semaine d'ouverture, une leçon d'arithmétique. Parce qu'elle avait toujours cru qu'une personne qui pouvait vérifier ses propres chiffres ne pourrait plus jamais être amenée à croire un mensonge simplement parce qu'il avait été écrit avec confiance. À côté de l'école se trouvait un tableau, renouvelé chaque trimestre, listant le salaire équitable de chaque travailleur en chiffres clairs, pour que tout locataire puisse le vérifier par rapport à sa propre paye, une pratique que les autres domaines du comté commençaient assez timidement à copier. La charte de l'école fut scellée le jour de son ouverture, avec une seule chevalière en laiton pressée dans la cire chaude, par la propre main du duc. La main d'Elena stabilisant la sienne, la marque de son père estampillée, maintenant non pas sur un contrat privé d'avoué, mais sur une promesse publique qui survivrait à chaque personne qui l'avait signée. Peter, âgé de 8 ans maintenant, tenait son propre petit registre des affaires du domaine. Une habitude que sa mère avait commencé à lui enseigner presque dès qu'il pouvait tenir une plume. Et la maison de Wexcombe, qui avait autrefois retenu son souffle à chaque saison froide de ce mariage, était dite par tous ceux qui la visitaient maintenant de se sentir tout simplement comme une maison qui avait enfin appris à expirer. Elle n'avait pas demandé à être frappée pour être vue. Personne ne demande cela, et personne ne devrait avoir à gagner sa sécurité parce qu'elle a survécu ce soir d'octobre. Mais ayant été frappée, elle avait refusé toutes les routes plus faciles par la suite. Elle n'avait pas crié, et elle n'avait pas fui. Et elle n'avait pas attendu d'être ramenée à la visibilité par pitié. Elle avait construit, à la place, de manière lente et peu glamour, avec des registres et de la patience, et une bague qui avait autrefois marqué les affaires privées d'un homme mort, et qui scellait maintenant l'équité publique de tout un comté. Non pas parce qu'un coup méritait des remerciements, mais parce qu'une vie autrefois presque effacée a droit à la dignité d'être réécrite de sa propre main. Non pas parce que l'amour est arrivé pour la sauver, mais parce qu'elle s'était faite, bien avant que l'amour ne revienne, une femme impossible à ignorer, impossible à sous-estimer, impossible à ne pas voir. Elle avait cessé de demander à être valorisée. Elle s'était faite, registre par registre, jour après jour ordinaire, un fait que personne dans ce comté ne pouvait plus se permettre de se tromper. Et un fait une fois prouvé n'est pas une chose qui peut être renversée d'un coup.